Nous sommes le 17 février 2010 à Labège, à quelques kilomètres seulement au sud de Toulouse. Dans cette zone commerciale, des milliers de clients affluent chaque jour. Cet hypermarché est l'un des plus grands de la région. C'est un hyper où travaillent 500 personnes, où il y a des milliers et des milliers de personnes qui défilent chaque jour dans un magasin à la taille de ces hyper modernes, c'est-à-dire avec des rayons à perte de vue et c'est des temples de la consommation. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est gigantesque. Ce matin, comme tous les autres matins, les employés s'activent afin que tout soit prêt pour les clients. Mais au rayon charcuterie, les salariés sont étonnés. L'une des vendeuses est absente, une certaine Mireille Cabrespine. Ce sont les collègues de Mireille Cabrespine qui ont donné l'alerte parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi elle n'était pas là. Parce que c'est un peu l'employé modèle, c'est la femme qui est toujours à l'heure, qui est toujours en forme, qui est toujours là pour travailler, qui veut que ça soit bien fait. C'était une femme qui était là à l'heure, qui, quand elle était malade, avertissait, qui, si elle avait quelques minutes de retard, prévenait. Et donc ce matin-là, elle ne vient pas, elle n'a pas prévenu. Ne la voyant pas arriver à 5 h du matin, ils ont commencé à s'inquiéter. Alors, pour s'assurer que Mireille va bien, les salariés de l'entreprise se mobilisent pour savoir ce qui se passe. À cet instant précis, personne ne sait pourquoi elle n'est pas venue travailler. Une salariée appelle et demande à un autre qui habite près de chez elle de venir voir ce qui se passe, pourquoi elle n'est pas venue travailler. Le collègue de Mireille prend la direction du Lerme, un petit village situé à quelques kilomètres. C'est là qu'habite son ami. Ici, tout est calme, rien ne laisse présager l'horreur à laquelle il va être confronté. La porte de la maison est ouverte. Quand il pousse la porte de cette chambre, il découvre une scène effroyable. Une femme par terre, couchée sur le ventre. Il découvre l'horreur. Il découvre sa collègue, son ami, nue, et puis du sang partout. C'est une vision d'horreur. Le corps de Mireille est totalement massacré. Les coups portés ont été d'une rare violence. Ce matin du 17 février, ce sont les sirènes des pompiers et de la gendarmerie qui alertent les habitants du village. Agnès, qui tient un restaurant à quelques mètres de là, se souvient. Il est environ 9h30. Et là, la rue barrée avec des trucs en plastique, scène de crime, et plein de flics. Ce matin-là, quand on a vu les gendarmes, tout ça, tout le monde s'est demandé ce qui se passait. Et quand on a appris la nouvelle, c'était l'effondrement complet, quoi. Dans toute la commune, c'est la stupéfaction. Qui a pu s'en prendre aussi violemment à cette femme sans histoire? Mireille avait-elle des ennemis? Que s'est-il réellement passé? C'est ce que la brigade de recherche de Toulouse va devoir déterminer. Au Lerme, les enquêteurs s'activent sur les lieux du drame. Pour eux, c'est une scène de crime d'une rare violence. Le corps de la victime est atrocement mutilé. Ils ont un corps qui a le légiste dira qui porte plus de 30 hématomes et traumatismes divers. Il n'y a plus de visage, c'est vraiment affreux. Le légiste se retrouve à plusieurs mètres du corps une partie de l'œil. L'œil a littéralement explosé sur les coups portés. Et donc on est sur une enquête criminelle. Il y aurait donc un meurtrier dans ce village. Il aurait même pris la peine de nettoyer partiellement la scène de crime. Il y a quelque chose de particulier, c'est que le lit, il n'y a plus de drap. Elle porte plus de vêtements. Bon, ça fait partie des choses un peu particulières. Mais aucun indice ne permet de mettre les enquêteurs sur la piste du meurtrier. Ils décident alors de se focaliser sur le profil de la victime. À 49 ans, Mireille habitait le village du Lerme depuis une vingtaine d'années et vivait seule dans cette maison. Une femme apparemment sans histoire. Je crois qu'elle était charmante. Je crois
que certains la trouvaient jolie. Ce qui faisait de son charme, c'est qu'elle a un sourire éclatant, et puis elle a ce côté un peu à la fois un peu timide, fragile, une certaine fragilité qui se dégage, et c'est vrai qu'on a envie de la prendre dans ses bras, quoi. Originaire de l'Aveyron, Mireille a été mariée. De cette union sont nées 2 filles. En 1993, le couple se sépare mais conserve de bonnes relations. Tous les moments de liberté de Mireille sont consacrés à sa famille. Elle était maman attentionnée, au point que certains dans le dossier évoquent presque une relation fusionnelle avec ses filles. C'était une très bonne mère. Vivant plutôt modestement, Mireille se consacre essentiellement à son travail. Elle avait été engagée au début des années 1990 par une grande surface de la périphérie toulousaine. Et elle était vendeuse. Je ne sais pas, on dit conseillère des fois. Elle était vendeuse et attachée au rayon charcuterie. Pour les enquêteurs, le meurtre de Mireille est un véritable mystère. Mais alors que la gendarmerie s'active sur les lieux du crime, une autre patrouille fait une découverte surprenante. À seulement quelques kilomètres de là, un homme est prostré au volant de sa voiture. Il ne bouge pas. Et son véhicule est à l'arrêt. On va arrêter un individu qui est originaire de l'Aveyron. Et bien sûr, pour les gendarmes, le lien est immédiat. Mireille Cabrespine, la victime, était originaire de l'Aveyron. Lui est originaire de l'Aveyron. Ça ne peut pas être un hasard. Pour les enquêteurs, l'attitude de cet homme est suspecte. Il pourrait être celui qu'ils cherchent. L'enquête va partir sur un malheureux qui est venu passer la soirée là, qui a rencontré une personne, qui a eu une relation avec elle, et on lui dit à lui, c'est vous, vous avez eu une relation avec une dénommée Mireille, et il dit mais non, mais pas du tout, mais moi la mienne elle s'appelle Viviane. Dans la foulée, les enquêteurs vont faire une découverte accablante pour le suspect. Ce qui se passe, c'est qu'à 50 mètres, dans un champ, on retrouve justement les draps, la couette, toutes les affaires personnelles de Mireille, plein de sang. Si l'homme se trouve tout près des draps de la victime et de ce qui pourrait être l'arme du crime, ce n'est sûrement pas par hasard. Mais pour en être sûr, il faut vérifier son alibi et surtout l'existence de cette fameuse Viviane. Personne n'y croit, jusqu'au moment où les enquêteurs appellent en disant « Bon, mais on a retrouvé la Viviane en question, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et le procureur dit « Évidemment, vous le relâchez immédiatement, lui. » Cette première piste est donc un échec. Au Lerme, l'enquête reprend son cours et sur place, devant la maison de la victime, un autre homme attire particulièrement l'attention des enquêteurs. Il a une attitude étrange et porte des traces de griffures au visage. Les policiers sont interpellés, ils lui disent « Mais attendez-vous, là qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors il dit je bricolais, c'est une armoire qui m'est tombée dessus. Alors je ne sais plus s'il raconte que c'est en la montant, ou à la démontant, enfin peu importe. Donc dans un premier temps, il est entendu en qualité de témoin. Interrogé directement sur place, l'homme fournit des explications plutôt vagues. Qui ne parle pas. Il ne dit rien face aux enquêteurs, comme s'il était bloqué. C'est-à-dire que les gendarmes sentent bien qu'il y a un problème, sentent bien qu'ils tiennent là une piste importante, sauf qu'ils ne lâchent rien. Les gendarmes non plus ne vont rien lâcher. Pour en découvrir davantage, ils décident de le placer en garde à vue. Alors, qui est cet homme? Quel est son lien exact avec la victime? Pourquoi semble-t-il si suspect? À Muret, dans les locaux de la gendarmerie, la garde à vue du suspect a commencé depuis plusieurs heures. Pour les enquêteurs, celle-ci doit leur permettre d'en découvrir davantage sur cet homme. Il s'appelle Jean-Yves Soyer, il a 59 ans. C'est un homme qui doit mesurer 1m73, 1m74. Il a des yeux d'un bleu porcelaine, très pur. L'homme n'est pas très bavard. Les enquêteurs décident donc d'établir son profil. Et ils vont découvrir que dans son enfance, il a connu de nombreuses souffrances qui l'affectent encore aujourd'hui. C'est un homme
qui n'a pas vraiment fait d'études, qui a eu une enfance très très difficile, une enfance misérable. Son père a été condamné alors qu'il avait 8 ans pour inceste sur sa sœur aînée. Et il s'est retrouvé placé dans un orphelinat à 8 ans, tout pour faire de ses enfants orphelins, enfin pratiquement orphelins, des gens très très instables. Alors, pour oublier cette période de brimade, Jean-Yves s'investit pleinement dans son travail. Il devient cadre dans la grande distribution. Il s'est jeté à corps perdu dans le travail, est parti au bas de l'échelle et vraiment petit employé de rayon. Il s'est retrouvé directeur de supermarché. Pendant des années, Jean-Yves a dirigé des centaines de personnes, et c'est justement grâce à son travail qu'il va un jour croiser la route de Mireille. Il rencontre Mireille Laurenson en 2000, alors qu'il est à la tête d'un important supermarché dans la région toulousaine. Ce supermarché, c'est celui où travaille Mireille. Depuis des années, elle est vendeuse et Jean-Yves est son supérieur. Entre eux, un jeu de séduction va très vite s'installer. Quand il commence à la repérer, ils commencent à discuter. Ils boivent des cafés et il dira très vite nous avons eu des relations sexuelles. Pendant les 6 années qui vont suivre, Mireille et Jean-Yves vivent comme un couple, mais un couple plutôt discret, qui se cache du regard des autres. Je ne crois pas qu'il s'affichait beaucoup. Et il s'affichait d'autant moins que cette relation était une relation assez particulière quand même. C'était la relation du directeur d'un établissement avec son employé dans un premier temps. Très investis chacun dans leur travail, ils ne parviennent pas à vivre comme un couple normal. Ils ont été dans une vraie relation, une relation amoureuse. Mais lorsqu'il s'est agi d'envisager de refaire une vie, ça a toujours été non. Après avoir dirigé pendant un temps l'hypermarché de Labège, Jean-Yves poursuit sa brillante carrière à Montpellier. Et du coup, la distance s'installe entre eux. En 2006, c'est Mireille qui met finalement un terme à leur relation. Ça se passe très très mal parce qu'il est déjà, bien sûr, je crois qu'il l'a été tout de suite, profondément amoureux, profondément épris de cette femme. Et la terre s'écroule. La terre s'écroule quand elle lui dit que c'est terminé. Malgré cette rupture et la peine qu'éprouve Jean-Yves, les deux vont continuer à se revoir sans jamais vraiment couper les ponts. Et c'est ce qui intrigue particulièrement les gendarmes. Alors ils vont pousser encore plus loin leurs investigations. Il y a un peu de flair chez les enquêteurs de la brigade des recherches quand même, ils se disent il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Son attitude n'est pas normale, ils ne le sentent pas. Et logiquement, ils perquisitionnent son véhicule et là, dans le coffre, des traces de sang. Mais les explications fournies par le suspect sont très floues et les enquêteurs sont loin d'être convaincus. Ce serait parce qu'elle se serait blessée au doigt et parce qu'elle aurait saigné que son sang se retrouverait dans la voiture. Jean-Yves est encore trop évasif, mais la piste d'un crime passionnel semble la plus probable. Les enquêteurs doivent donc axer leur interrogatoire sur la relation qu'entretenait leur suspect avec la victime. Alors, quelle est la nature exacte des liens qui unissent Mireille et Jean-Yves? Comment ont-ils géré cette séparation après 4 ans de passion? Si en 2006, Mireille met un terme à sa relation avec Jean-Yves, l'amant éconduit va, pour sa part, tout faire pour rester proche de son ancien amour. De là va naître une relation pour le moins toxique. Il va s'organiser pour tisser une sorte de toile autour d'elle, devenir ce qu'elle peut considérer comme l'ami indispensable. Celui sur lequel on peut compter, qui est toujours là quand il y a une difficulté. Il fera quelques menus travaux, il devient indispensable, il s'invite. Dans l'univers de Mireille, Jean-Yves n'est jamais bien loin. Il est à ses petits soins.
Dès qu'elle l'appelle, dès qu'elle a besoin de lui, il est là. Qu'il soit le jour, la nuit, il est présent. Dès qu'elle a besoin de lui, il a besoin de l'entendre, il a besoin de la voir, et à tel point, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, que même quand il n'est pas avec elle, il a besoin de parler d'elle avec les gens et qu'on lui parle d'elle. Parce que quand il parle d'elle, au fond, c'est un peu de sa présence. Derrière ses attentions, Jean-Yves espère séduire à nouveau celle qu'il aime. Mais malgré ses efforts, il ne parvient pas à la reconquérir. Ses filles le disent. Nous avions dit à maman que cette relation était malsaine et qu'il faudrait véritablement qu'elle y mette un terme. Parce que l'on voyait bien, l'on savait bien, l'on sentait bien que Jean-Yves était très amoureux de maman, et pour maman, il comptait, mais sans plus. L'amoureux fou nourrit une forme d'obsession pour Mireille, une obsession qui, au fil du temps, devient de plus en plus dangereuse. À tel point qu'en janvier 2010, quelques semaines avant le drame, Jean-Yves fait l'acquisition d'une maison à 800 mètres seulement du domicile de Mireille. Il est là pour Mireille. C'est-à-dire qu'en fait, il est venu s'installer là pour être près d'elle. Cette histoire d'amour l'obsédait. Il n'arrivait plus, je crois que vraiment, il n'arrivait plus à penser à autre chose. Il n'arrivait plus à s'en séparer. Mireille, de son côté, n'est plus aussi disponible pour Jean-Yves. Elle rencontre un autre homme. Il s'appelle Bernard. Il a 57 ans. Entre eux, c'est une évidence. Ils s'aiment. On peut dire qu'on a été complètement fusionnels, on s'est envoyé des photos sans arrêt, je pense qu'on avait un vrai bonheur. Il y a un vrai bonheur, un sentiment de... Comme si la chape de plomb était tombée et il n'y avait plus rien au monde, il n'y avait plus rien à côté de nous qui faisait que... Voilà. Avec lui, Mireille rêve d'une autre vie, loin du Lherm. Entre les deux amoureux, un grand projet est en train de naître. Elle avait posé un congé sans solde de 6 mois. Elle arrêtait son travail. Elle avait décidé de partir. Elle venait de faire le changement postal. C'était une véritable rupture dans sa vie. Pour les enquêteurs, Jean-Yves n'aurait peut-être jamais accepté que Mireille refasse sa vie. C'est ce qui l'aurait probablement poussé au crime. Mais il leur manque des aveux. Et ce n'est que devant le juge d'instruction que l'amant éconduit va révéler tous ses secrets. Lorsque j'arrive au palais de justice, moi, le samedi 20 février, et d'emblée, il me dit « Maître, c'est moi, je l'ai tué. Il faut que je dise. Il ne dit pas, il faut que je parle d'ailleurs, il faut que je dise à monsieur le juge. » Jean-Yves Soyer va enfin dévoiler ce qu'il gardait pour lui depuis plusieurs jours. Alors que s'est-il passé cette fameuse nuit du 16 au 17 février 2010 ? Quelle est la version du principal accusé ? Comment un homme sans histoire a-t-il pu commettre un tel massacre ? Au Lherm, ce jour du 16 février 2010, rien ne va se passer comme prévu pour Jean-Yves. Mireille ne se manifeste pas. Donc ça, c'est quand même dramatique pour lui. Il n'a aucune nouvelle. On comprend que cette non-réponse, pour lui, c'est pire que tout. Jean-Yves ne supporte pas de rester sans nouvelles de Mireille. Chez lui, seul dans sa maison, l'angoisse monte. Il boit 4 ou 5 verres de whisky pour essayer de ne pas penser, trouver l'oubli, et en trouvant l'oubli, de trouver le sommeil. En réalité, c'est ça. En tout cas, il s'est couché, sans doute un peu fatigué par l'alcool. Un appel d'une amie l'a réveillé. Et c'est là, en fait, que la mécanique infernale va se mettre en route. Il est environ 23 heures. C'est à cet instant que la soirée bascule. Jean-Yves aurait alors décidé de se rendre chez Mireille pour lui parler, et peut-être même pour l'empêcher de partir avec son nouvel amour. Ce qu'il dit, c'est « J'arrive, j'ai les clés, j'ouvre la porte. J'ai pas sonné, j'ai pas toqué, j'ai pas prévenu. Il arrive, il rentre dans la maison, il monte à l'étage, il rentre dans la chambre de Mireille Cabrespine qui est en train de dormir. » Jean-Yves est à quelques centimètres de Mireille. C'est à cet instant que, dira-t-il, la simple visite tourne au drame. On peut imaginer qu'elle s'est mise tout de suite à hurler.
Donc il se précipite, il l'empêche de crier. Les légistes ont trouvé des traces d'étranglement, donc peut-être avec un collant ou un foulard, ça reste un peu flou. Lui, il dit « j'ai voulu la bâillonner ». Dans ses explications, il tente déjà de l'empêcher de crier, de l'empêcher peut-être de lui dire « maintenant c'est terminé, nous n'aurons plus de relation, je vais vivre avec un autre homme ». Ce qui est sûr, c'est qu'elle lui dit quelque chose ou des choses qui sont si terribles qu'il perd pied. Et qu'il y a ce déchaînement de violence. Alors, pris dans une spirale infernale, Jean-Yves commet l'irréparable. Il l'étrangle, elle perd plus ou moins connaissance, en tout cas dans ce qu'il dit. Là, il quitte la chambre, il va dans la cuisine qui est juste en face, et il se saisit d'une masse et d'une planche à découper, il revient et là, il se met à taper. Jean-Yves aurait totalement perdu ses moyens. Il ne contrôle plus rien et frappe. Je suis persuadé qu'il frappe pour la faire taire, parce que ce qu'elle lui dit est si terrible qu'il faut qu'il la fasse taire. Et c'est pour ça qu'il prend un objet avec lequel il peut taper, avec lequel il peut frapper, mais avec l'obsession qu'elle se taise. Et lui est incapable de dire, s'il a tapé une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, il n'est pas capable de dire le temps que ça a duré. Les légistes, eux, ils estiment qu'il y a au moins 33 coups portés. Enfin, c'est énorme. Le visage, il n'y a plus de visage. Enfin, c'est vraiment un massacre. En quelques minutes, Jean-Yves devient un meurtrier et tue celle qu'il aime depuis tant d'années. Quand il réalise, évidemment, il est envahi par un sentiment de panique. Alors il prend le drap, la masse en question, la planche à découper, il repart très vite dans sa voiture, il fermera même pas la porte d'ailleurs, et il va quelques mètres plus loin et il jette ça dans un champ, et puis il repart chez lui. La suite des événements l'amènera devant les gendarmes. Après 72 heures de garde à vue, Jean-Yves est mis en examen pour assassinat avec préméditation. Le procès à venir permettra-t-il de comprendre le geste fou de cet homme ? Le 10 décembre 2012, le procès de Jean-Yves Soyer s'ouvre devant la cour d'assises de la Haute-Garonne. Une véritable épreuve pour les proches qui souhaitent préserver la mémoire de leur mère, de leur sœur, de leur amie Mireille. À quelques heures du procès, les victimes, ce qu'elles souhaitent, bien évidemment, c'est des réponses à des questions, des réponses sur pourquoi, les circonstances, comment on peut en arriver là. Ce qu'elles souhaitent, c'est que surtout on parle en bien de leur être cher, qu'on ne la salisse pas. Cela fait de longues années que les proches de la victime attendent le moment où le meurtrier devra répondre de ses actes et expliquer son geste. L'attente est pesante pour tout le monde. Aujourd'hui, les proches de la victime ne vont pas bien. Ces 2 filles, elles ont perdu l'être qu'elles aimaient. Elles se sentent trahies, en réalité. Parce qu'elles concevaient effectivement Jean-Yves Soyer comme quelqu'un qui pouvait être un ami. À la barre, devant les jurés, l'accusé déçoit. Il ne justifie ni son geste, ni son coup de folie d'un instant. Moi, je n'ai pas vu un homme détruit. J'ai vu un homme qui aujourd'hui, même assez vindicatif par rapport aux accusations. J'ai pas vu un homme détruit. Et pour moi, c'est ma plus grande douleur. Et c'est pour ça que je l'ai fixé autant pendant tout le procès, pour essayer de croiser son regard et te dire, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui t'émeut, il n'y a rien qui te touche dans tout ça. L'homme ne montre que très peu de remords et ne formule aucun pardon. Pour toute cette famille qui a été détruite, je pense qu'il était important à un moment donné
que l'accusé prenne ses responsabilités jusqu'au bout et qu'il exprime aussi, je pense, c'était la moindre des choses, un minimum de compassion. De la compassion, je n'en ai jamais ressenti de sa part. Au terme des discussions, l'avocat général ne retient pas la préméditation. Le mercredi 12 décembre 2012, le verdict tombe. Jean-Yves Soyer est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Une peine lourde à laquelle l'accusé s'était préparé. Il savait de toute façon qu'il allait être sanctionné, que c'était normal, que c'était dans la logique des choses. C'est quelqu'un qui est parfaitement conscient de la gravité de son geste, donc il accepte. Aujourd'hui, le meurtrier purge sa peine non loin de Toulouse. Quant aux proches de la victime, ils essaient tous d'aller de l'avant. Chacun tente de se reconstruire, mais sans jamais oublier celle qu'ils ont aimée. Mireille n'avait qu'une aspiration, c'est d'être grand-mère. Et malheureusement, Lauriane a maintenant une petite Romane, 1 an. Et ça a été quelque chose qu'elle n'a pas connu, mais pour elle, ça aurait été une joie énorme, énorme, énorme. Elle avait vraiment envie de ça. Donc voilà, tout ça, privé, gâché, il n'y a plus rien. Au Lerme, même si la vie continue pour tous les habitants, certains pleurent encore et pour longtemps la mort d'une mère, d'une amoureuse, d'une mamie. Rien ne pourra ramener celle qui voulait vivre et qui, un jour de février 2010, a été fauchée par la démence d'un homme. L'histoire que vous allez suivre est celle d'un drame qui a bouleversé toute une ville. Un drame qui a touché en plein cœur une famille très soudée. C'est une onde de choc terrible qui va durer au moins 8 jours. Elle va créer une atmosphère, une pesanteur épouvantable sur Pamiers à couper au couteau. Nous sommes à Pamiers, la sous-préfecture du département de l'Ariège. Ici, à quelques kilomètres seulement des Pyrénées, près de 17 000 habitants se côtoient chaque jour dans la ville des Trois Clochers. Ça reste une ville familiale, c'est une ville tranquille où les gens aiment se retrouver, dans les commerces, fût-ce-t-il en centre-ville ou sur les zones, comme on dit aujourd'hui. C'est une ambiance très familiale, c'est une population paisible, quoi. À quelques kilomètres à peine du centre-ville, la discothèque La Roue est l'endroit le plus populaire du département. Chaque week-end, quand vient la nuit, ils sont des milliers à venir danser dans ce lieu mythique. La Roue, c'est un établissement familial. C'est un endroit dans lequel, en gros, tout le monde se connaît. Les parents savent que les enfants peuvent aller sans craindre quoi que ce soit. Les enfants sont contents d'y retrouver leurs amis et d'un certain côté sont contents et fiers d'aller dans l'établissement où allaient leurs parents. Il y a à Pamiers cette institution dans laquelle tout le monde se retrouve pour aller passer un bon moment. L'établissement est géré en famille et depuis 5 ans environ, c'est Julien, 26 ans, qui a pris les manettes. C'est une gestion tout à fait logique, hein. Le fils succède au père. Et Julien, il s'est investi depuis plusieurs années, en bon fils de famille, serais-je tenté de dire, dans la gestion de cet établissement. La famille Fernandez est une famille très connue de Pamiers, une famille soudée où chacun peut compter sur les uns et sur les autres. Nous sommes le dimanche 13 janvier 2008 et aujourd'hui, c'est un jour particulier car Julien, le directeur de la boîte de nuit, s'envole vers d'autres horizons. Alors ce jour-là, Julien doit partir en voyage. Il va partir en Thaïlande pour un voyage de 3 semaines ou un mois, je crois. Parce qu'il a décidé de changer de vie, il a décidé de se lancer dans la musique, il a décidé d'entamer une nouvelle carrière et donc avant de se lancer là-dedans, sans doute de monter à Paris, comme on dit en province, il va prendre des vacances. Pour Julien, c'est un grand jour, celui d'un nouveau départ dans sa vie. Mais les choses vont prendre un autre tournant. Et contrairement à ce qui est prévu, Julien ne va pas appeler Patrick, son père. Un oubli que ce papa
trouve inhabituelle. À midi, j'ai pas eu de nouvelles. À 14h, j'ai pas eu de nouvelles. Et puis, je me suis mis à sa recherche, quoi. Patrick Fernandez, n'ayant pas de nouvelles de son fils, se rend ensuite à La Roue, puisque son fils habitait juste à côté. Il avait un appartement limitrophe de La Roue. Et là, là, il ne trouve pas son fils, quoi. La maison de son fils est vide. Mais un détail attire particulièrement l'attention de Patrick. Les billets d'avion, le passeport et la valise de Julien sont là. Donc là, il est inquiet parce qu'il partait en voyage le soir même. Donc là, on n'est pas dans le cas de quelqu'un qui est prêt à partir, quoi. Donc cette inquiétude le pousse à prévenir la police. Pour ce papa, l'angoisse monte. Julien a disparu. Au commissariat de Pamiers, les policiers prennent les déclarations de Patrick très au sérieux et lancent rapidement des recherches. Et en fin d'après-midi, Patrick Fernandez va se rendre accompagné des policiers à La Roue. Et puis, ils vont faire le tour de l'établissement. À cet instant, Patrick, le papa, et les policiers de Pamiers sont loin d'imaginer la scène qu'ils vont découvrir. Car juste derrière l'établissement familial, ils vont être confrontés au pire. Les policiers vont retrouver le corps de Julien quasiment en position fétale. Il est par terre, dans l'herbe, et à l'évidence meurtri d'un nombre invraisemblable de coups de couteau. Julien a été poignardé sauvagement. Au moins une quarantaine de plaies par arme blanche apparaissent sur son corps. Pour Patrick, tout s'arrête. Son fils n'est plus en vie. Il y a tout qui s'écroule, quoi. Il y a tout qui... C'est une bombe en même temps qui explose. Donc on a du mal à expliquer tout ça, quoi. C'est très intérieur. De suite, je pense à sa maman, bien sûr, à mon épouse, et à son frère et sa sœur. De suite, c'est ça, quoi. De suite, c'est la famille, mais je suis étonnamment surpris parce que j'ai de suite compris qu'il était mort et que c'était fini, quoi. Pour ce papa, l'inimaginable vient de se produire, ici, chez eux. Un des leurs vient d'être tué. Mais alors, qui a bien pu agresser le directeur de l'établissement? Pouvait-on lui en vouloir? Et surtout, pourquoi s'est-on acharné si violemment sur ce jeune homme, bien connu de tous? À Pamiers, la nouvelle de la mort de Julien Fernandez se répand très vite. Pour Nathalie, son amie d'enfance, l'annonce du décès est à tout jamais gravée dans sa mémoire. Et c'est auprès de la famille de la victime qu'elle vient chercher la vérité. J'attendais de voir le regard de sa famille pour voir si c'était vrai ou pas, parce que jusque-là, j'étais pas tout à fait sûre, quoi. Et j'oublierai jamais que j'ai vu sa sœur, Aline, qui était assise sur les marches du salon, là, et qui m'a fait comme ça de la tête, voilà. La ville de Pamiers se réveille donc sous le choc. Un des leurs a été tué dans des circonstances encore inconnues. C'est une onde de choc terrible qui va durer au moins 8 jours. Elle va créer une atmosphère, une pesanteur épouvantable sur Pamiers. C'est quelque chose qui nous a touchés à tous d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas être indifférent à la réaction d'une population, à son émotion. Là, c'était très très fort. Si ce drame touche toute la population, c'est parce que Julien, c'est surtout l'enfant du pays. Julien, comme on disait, c'est un petit Pamiers, mais il est connu comme le loup blanc, Julien. C'est un garçon qu'on croise dans la rue, qui va boire un pot avec les copains, qui va au club, va faire un tour au siège du rugby. C'est quelqu'un qui jouit d'une grande estime, quoi. C'est un brave petit. Julien est apprécié de tous pour sa bonne humeur et son sens de l'amitié. Pour Nathalie, il est un véritable pilier au sein de leur groupe. Julien, lui, c'est le fédérateur, quoi, d'un groupe, c'est-à-dire qu'il est très doué pour créer des amitiés et il est très doué pour les entretenir, en fait, voilà.
Et lorsqu'il s'agit de réunir ses proches, Julien choisit bien évidemment la roue, et c'est donc tout naturellement qu'il prendra la tête de l'établissement familial. Julien est venu comme client avec ses amis du rugby. Après, de temps en temps, il m'aidait. Puis le fait qu'il ait travaillé avec moi, c'est venu après ses études. Je crois que ça se fait un petit peu comme ça, quoi. Quand on est fils de commerçant ou d'artisan, fatalement, on finit par aider un petit peu au début, et puis ça prend de la place, et puis on soulage les parents, et puis ensuite on y met toute son énergie parce que c'est un peu à nous aussi. En quelques années, Julien était devenu une figure emblématique de la ville. Alors forcément, le jour des obsèques, des milliers de personnes viennent rendre hommage aux petits de Pamiers. On a pu mesurer l'impact que cette affaire avait eu sur la population, à la foule immense qu'il y avait dans l'église du camp. C'était noir de monde. On ne pouvait plus accéder à l'église. D'abord, les trois quarts des gens étaient à l'extérieur de l'église, ils n'étaient pas dans l'église. Et alors, ce qui était quand même impressionnant, c'était de voir la mixité de cette foule. On avait des gens âgés, des gens d'âge moyen et beaucoup de jeunes, énormément de jeunes. Tous ceux qui avaient fait son monde, ils étaient tous là, quoi. Et il y avait beaucoup de larmes. Et bon, on peut toujours regarder les larmes en disant il force pas. Les larmes étaient sincères. Ici, chacun s'interroge sur les circonstances de cette tragédie. Chacun tente de comprendre comment ce meurtre a pu se nouer. Alors, qui a bien pu tuer ce jeune garçon, a priori sans histoire? Avait-il des ennemis? À Pamiers, immédiatement après le drame, les enquêteurs s'activent pour trouver le ou les responsables de la mort de Julien. Et les premières constatations sont impressionnantes. Le corps de la victime est totalement lardé de coups de couteau. Les médecins légistes vont établir que 42 coups de couteau ont été portés. Parmi ces coups de couteau, on va retrouver des coups de défense, puisqu'on va retrouver des plaies au niveau des mains, ce qui est assez caractéristique de la défense tout simplement de la victime. Et puis on va retrouver des coups aussi bien sur la face antérieure du corps que sur la face postérieure, avec des coups qui vont être pénétrants de 2 à 13 cm, si ma mémoire est bonne, et des impacts beaucoup plus importants au niveau de la face antérieure gauche. Le crime a été d'une rare violence, un véritable acharnement. Et rapidement, les enquêteurs vont se rendre compte que la recette de la soirée précédente a disparu. Près de 7 000 € volatilisés. Fatalement, on peut penser assez rapidement qu'il s'agit d'un crime crapuleux. Ça ne pouvait pas être un étranger qui ait fait ce genre de choses, qui devait vraisemblablement avoir la confiance ou la connaissance de Julien. Le ou les tueurs connaissaient Julien, mais surtout, ils connaissaient le fonctionnement de l'établissement et le dépôt de la caisse dans les bureaux à chaque fin de soirée. Michel est l'oncle de Julien. Pour lui, comme pour les enquêteurs, il ne fait pas l'ombre d'un doute que le meurtrier connaissait les habitudes de travail de Julien. Et ici, c'était le bureau. Mon frère, à l'époque, dirigeait tout ça depuis ici. C'est malheureusement le lieu où se rendait mon neveu le matin où ce malheur est arrivé. Il était sorti de la boîte par là. Il avait l'habitude, donc, toutes les fins de soirée, de sortir par cette porte. Voilà. Et il rentrait au bureau. Donc il avait pris l'habitude de poser la recette ici, et le drame s'est produit là. Voilà, c'est pas difficile. Il a ouvert la porte et tout est arrivé ici. Et sur la scène de crime, un élément capital va mettre les enquêteurs sur la piste du ou des meurtriers potentiels. On va découvrir sous le corps de Julien, sous sa jambe, une cagoule. C'est-à-dire un bas coupé qui manifestement a été coupé pour servir de cagoule. Et ce sera cet élément-là, et le premier élément qui laisse penser immédiatement qu'on va pouvoir identifier l'auteur des coups. En attendant les résultats d'analyse de la cagoule, les policiers vont vite être confrontés à une chose plutôt inhabituelle dans une enquête, la rumeur. Car à Pamiers, depuis le drame,
les langues se délient. Il va y avoir immédiatement une rumeur. C'est Meki Bougouas. La rumeur publique l'accuse. C'est toujours difficile de savoir comment la rumeur accuse. Un nom circule, Meki Bougouas. Alors pourquoi tous les regards se tournent-ils vers cet homme? Qui est-il? Et que s'est-il réellement passé à La Roue, ce fameux dimanche? À Pamiers, la rumeur enfle de plus en plus. Et si le nom de Meki est sur toutes les lèvres, c'est parce qu'il est loin d'être un étranger pour les habitants de la ville. Meki, c'est un garçon qui est bien connu à Pamiers. Hein. Bon, il a commis des petits faits de délinquance, mais très mineurs, on ne peut pas rentrer là-dedans. C'est surtout un garçon qui a été membre d'équipe de rugby de Pamiers, de Villeneuve-du-Paréage. Donc il est connu dans le monde du rugby. Un monde que fréquente Julien. Les deux garçons se côtoient depuis l'adolescence. C'est donc presque naturellement que Julien, à la tête de la discothèque, va venir en aide à Meki. Et un jour, il rentre dans mon bureau en me disant qu'il avait un portier à me proposer. Il me propose Meki Bougouas, quoi. Et donc là, il me dit, papa, tu sais, Meki, il a joué au rugby avec moi, on avait 15 ans. Il a une fillette de 3 ans, il n'a pas de boulot, il a besoin d'argent, prends-le. Donc j'ai cédé à sa demande et je l'ai embauché, quoi. Pendant plusieurs mois, Meki travaille chez les Fernandez en tant que videur. Il connaît donc parfaitement les rouages de la boîte de nuit. Meki, c'est la preuve de la proximité, c'est pas un inconnu, Meki. Et je me souviens d'un choc un soir en allant rejoindre Julien à La Roue, je l'ai vu à la porte, cet homme. Et là, j'ai pas tout à fait compris. Enfin, pour moi, il était dangereux, quoi. Et donc, je l'ai dit à Julien tout de suite. Je lui ai dit, mais tu as embauché Meki? Et il m'a dit, ben oui, pourquoi? Je dis, parce que tu auras des problèmes. Il est violent et tu lui donnes un rôle de portier. Enfin. Alors, quand le nom de Meki parvient aux oreilles des Fernandez, Patrick décide de prendre les choses en main. Patrick Fernandez va appeler Meki Bougouas pour lui dire de se présenter au commissariat. Et que s'il ne se présente pas, il viendra le chercher pour l'amener au commissariat. Et là, Meki Bougouas va dire, mais Patrick, je vais venir, mais ce qu'on raconte, c'est pas vrai. J'ai pas tué Julien, Julien était mon ami. Meki se rend au commissariat, mais très rapidement, il ne cherche pas à nier. D'autant que sa présence sur les lieux est confirmée par les analyses ADN de la cagoule. Meki Bougouas va avoir dès le début de cette affaire une version qui va être identique jusqu'à aujourd'hui, qui va être de dire j'accepte ma part de responsabilité, j'y étais, mais maintenant ce n'est pas moi qui ai frappé, ce n'est pas moi qui ai tué. En garde à vue, Meki explique qu'il ne serait pas seul à avoir fait le coup. Un nouveau nom apparaît dans cette affaire, celui d'Othman El Ouari. Il explique s'être rendu avec son complice à La Roue pour voler la caisse. Meki Bougouas devait donner un coup à Julien Fernandez pour le déséquilibrer, faire tomber la sacoche, récupérer la sacoche et partir. Et rapidement, toujours selon Meki, la situation lui aurait échappé. Selon Meki Bougouas, lors de cette agression, la victime, Julien Fernandez, va se raccrocher à la cagoule que portait Meki Bougouas et ainsi lui enlever cette cagoule. C'est la raison pour laquelle Meki Bougouas va immédiatement partir en courant, revenir dans la voiture et attendre que son complice ne revienne. Et Meki Bougouas expliquera dès le début de sa garde à vue jusqu'à la fin de son procès que le second, celui qui l'accusera pendant toute l'affaire, reviendra couvert de sang et il dira c'est lui qui a donné les coups de couteau qui a entraîné la mort de Julien Fernandez. Voilà la version de Meki Bougouas qu'il tiendra du début à la fin. Mais problème, la version que donne Othman El Ouari n'est pas la même. Il explique s'être rendu une fois à La Roue quelques semaines avant, le 13 janvier 2008, mais pour un simple repérage.
Ce qu'il dit tout de suite, c'est que ce repérage n'était pas un commencement d'exécution, c'était une façon de se rendre compte de la faisabilité de la chose. Et à cette occasion, il s'est rendu compte, lui, que cette chose n'était pas faisable en ce qui le concerne. Et il a fait tout de suite, ou en tout cas très vite, marche arrière. À ce stade de l'enquête, rien ne prouve aux policiers la présence d'Othman sur les lieux du drame. Surtout, ils vont découvrir qu'il n'a pas été le seul à être sollicité par Meki. Un troisième individu aurait lui aussi refusé de faire le coup. Une seule certitude, Meki était activement à la recherche de complices. Reste finalement à déterminer s'il a trouvé l'homme qu'il cherchait ou s'il a agi seul. Seul le procès à venir permettra de démêler les fils de cette affaire. Après une enquête longue et difficile, le procès du meurtrier présumé s'ouvre enfin devant la cour d'assises de l'Ariège. Plus de 2 ans après la mort de Julien, et comme aucune preuve n'est venue confirmer la présence de complices dans cette affaire, seul Meki Bougouas comparaît pour vol avec arme suivi de meurtre. Les 2 autres comparses présumés ne sont inculpés que pour association de malfaiteurs. Ce procès il vient après une longue attente, il vient après une enquête difficile, il vient après des déclarations totalement contradictoires des uns et des autres, il vient après un certain nombre d'errances dans l'enquête, il faut le dire. Et donc on l'attendait avec impatience et avec véritablement la volonté, la détermination que sorte de ce procès la vérité, enfin. Pour les proches de Julien, ce procès est une épreuve. Tous redoutent d'être confrontés à celui qui a ôté la vie du jeune homme. Cette semaine de procès, moi, je me sens très forte quand j'y suis, très faible quand je rentre. On était tous ensemble, donc il y avait cette espèce de, de soutien. Il y avait la souffrance d'une famille, quoi. Donc on est juste là en guerrier, en mode on va se battre, quoi. Pour les avocats de Meki, ce procès est complexe, car l'homme continue de clamer qu'il n'était pas seul à la roue et qu'un complice serait à l'origine du meurtre. La défense de Meki Bougouas sera compliquée par le fait, à la fois il va falloir le défendre pour ce qu'il reconnaît avoir fait et le défendre également en accusant un autre individu. Pourtant, la défense ne parviendra pas à prouver la présence d'un complice. À la barre, les experts se succèdent et le constat est implacable. Un seul ADN a été retrouvé sur la scène de crime, celui de Meki. La preuve matérielle incontournable de la présence de Meki Bougouas sur les lieux, c'est le fait que l'on va retrouver sous le corps de la victime un collant, un bas, qui manifestement a servi de cagoule, et un bas sur lequel on va retrouver l'ADN de Meki Bougouas. Et au bout d'une semaine de débat, le verdict tombe. Meki est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Pour la famille, c'est la fin d'une épreuve au goût amer. Ce qu'on aurait souhaité au niveau famille, c'est avoir les aveux des accusés et une vraie vérité, quoi. Bien qu'on la connaisse, on sait comment ça s'est passé, mais on a affaire à des personnages odieux, un particulièrement, et on a du mal à l'accepter, à l'admettre, on ne l'admettra jamais, quoi. Quelques jours après le verdict, Meki fait appel de la décision du tribunal. En deuxième instance, il sera à nouveau condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Une peine qui, aux yeux des parents de Julien, n'est pas à la hauteur de leur souffrance. Dès qu'on annonce un verdict, il est mensonger, quoi. Donc le problème du verdict, c'est qu'il n'est pas vrai, quoi. Il est faux. Alors quand on dit condamné à 30 ans de réclusion criminelle, 30 ans, c'est qu'il va sortir à moins de 20 ans, quoi. Donc il en a déjà fait 4, on fait vite le calcul et dans quelques années, il va être dehors.
Aujourd'hui, la famille Fernandez tente de se reconstruire. Son papa souhaite que personne n'oublie Julien. Et c'est à travers la réalisation d'un disque qu'il veut entretenir la mémoire de son fils, parti trop tôt. Il avait envie de faire un CD et moi j'ai continué avec ses amis. On a fait le CD, quoi. Donc il est sorti 9 mois après le décès de Julien. Mais je tenais à ce que les amis de Julien puissent garder sa voix, puissent garder sa musique et un objet qui représente Julien. Comme je dis toujours, quand je l'écoute, on a une grande chance quand même, c'est de pouvoir l'écouter, quoi. Alors voilà, prends ton temps, prends le temps d'écouter, profiter et rencontrer des gens. Ce qui m'aide aujourd'hui, c'est l'entourage, quoi. Ce qui m'aide aujourd'hui, c'est la présence de la famille, c'est la solidarité qu'on peut avoir entre nous, c'est mon frère qui a été là depuis le décès de Julien jusqu'à aujourd'hui, et c'est l'entourage des amis, des fidèles amis qu'on a toujours et qui sont à nos côtés. Quant à la discothèque, la famille Fernandez s'en est séparée. L'établissement a été acheté par la mairie de Pamiers, qui a tenu à rendre hommage à l'enfant du pays en lui donnant le nom d'artiste de Julien, Fernand. Dans l'histoire qui va suivre, un jeune homme va trouver la mort au coin d'une rue. Son tort, avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. La personne au bout de fil me dit oui, il est mort, je peux vous en dire plus. Et là tout s'arrête. On voit plus rien, je sais exactement dans quelle pièce de la maison j'étais. Je vois plus rien, ma vue se trouble. Toulouse. Nous sommes la nuit du 26 février 2011. C'est le week-end et comme chaque samedi, les rues de la ville appartiennent aux étudiants qui sont de sortie. La ville de Toulouse, c'est une ville qui a la réputation d'être estudiantine, à juste titre. C'est une des villes les plus étudiantes de France, festive forcément. Il est 2 h du matin, l'heure à laquelle les bars doivent fermer. Les noctambules sont donc dans la rue. Certains rentrent chez eux et d'autres se dirigent vers les clubs de la ville. Boulevard des Récollets, 2 jeunes filles à pied vont trouver un corps étendu par terre. Ce 27 février, il est environ 2h30. Il y a deux jeunes filles qui rentrent chez elles. Et à l'angle de la rue Valentin et du boulevard des Récollets, elles ont aperçu une masse par terre. Les 2 jeunes filles pensent d'abord qu'il s'agit d'un garçon qui aurait trop bu. Elles tombent sur un jeune homme allongé dans son manteau. Elles ne comprennent pas tout de suite ce qui s'est produit. En se penchant sur le garçon étendu au sol, les 2 jeunes filles constatent que la situation est beaucoup plus grave. Il ne respire pas normalement. Très vite, elles alertent donc les secours. Ces jeunes filles appellent les secours qui vont arriver, mais il sera trop tard. Les secours sont là, mais l'homme ne respire plus. C'est désormais une certitude, il est mort. Après un examen du corps, il semblerait qu'un coup de couteau au thorax soit à l'origine du décès. Son corps n'est pas abîmé, il est dans son manteau. Ça ne se voit presque pas au premier coup d'œil. Le SRPJ de Toulouse est maintenant sur place. Il examine le corps et parvient à l'identifier grâce à ses papiers d'identité qui sont encore sur lui. La victime s'appelle Jérémy Rose. Il a 27 ans. Il n'y a rien qui a été volé sur Jérémy, on lui a ni volé sa montre, ni sa chaîne, ni son portable, ni son portefeuille, rien. On retrouve Jérémy avec tout. Pourquoi ce jeune homme de 27 ans est-il donc mort sur ce trottoir du boulevard des Récollets? Qui lui en voulait? Son ou ses agresseurs le connaissaient-ils? S'agit-il d'une banale dispute qui vire au drame ou d'un règlement de compte? Pour les enquêteurs, l'affaire Jérémy Rose commence et elle va s'avérer compliquée.
Nous sommes le dimanche 27 février. Pendant la nuit, un jeune homme de 27 ans a donc trouvé la mort à Toulouse. L'annonce de ce meurtre, en apparence gratuit, plonge la ville en pleine stupeur. À 200 km de là, à Monin, dans le Béarn, là où il vit, le frère de la victime reçoit un appel des forces de l'ordre. C'est donc par téléphone que Benjamin, 29 ans, apprend la mort de son frère. Ben, c'est un commissaire de police qui appelle, quoi. Et je demande ce qui est arrivé. Je demande si c'est un accident. Je répète ce terme plusieurs fois. Pas de réponse au bout du fil, donc je me dis mais c'est autre chose, c'est plus grave. Donc j'emploie le terme de mort. Est-ce qu'il est mort? Il est mort, il est mort. Plusieurs fois comme ça, pareil. La personne au bout du fil me dit oui, il est mort, je peux vous en dire plus. Et là tout s'arrête. On voit plus rien. Je sais exactement dans quelle pièce de la maison j'étais. Je vois plus rien, ma vue se trouble. Je suis le premier de ma famille à l'apprendre. Et j'ai ce poids de responsabilité où je me dis, maintenant tout va changer. Il y a tout qui change, dès que je l'annonce à mes parents, tout va changer. Benjamin le sait, plus rien ne sera jamais comme avant. Et c'est lui qui a la lourde tâche de prévenir le reste de sa famille de la mort de Jérémy. Je reste fort dans ma mère parce que je croise ma mère une première fois. Je lui dis rien. Donc je vais voir mon père et je lui dis en premier. Et puis après on remonte, on voit maman et on lui dit, avec tout ce qui s'ensuit. La famille Rose vit sans doute les moments les plus douloureux de sa vie. Perdre un enfant dans des circonstances inconnues et ne pas savoir ce qui s'est passé est insupportable. À Toulouse, les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour comprendre les circonstances du drame. L'enquête commence et l'enquête est difficile parce qu'il n'y a pas de témoin visuel direct des faits. On part d'aucun élément au départ. On n'a rien, on n'a pas d'arme du crime, on n'a pas de témoin, il n'y a pas de traces, pas trop de traces sur le corps de Jérémy, il n'y a pas d'empreinte. Et là on nous dit, voilà, on part de pas grand-chose. Mais voilà, les indices sont maigres et personne n'a pu apporter d'informations sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Les enquêteurs vont alors demander à la famille de s'adresser aux médias afin d'obtenir la moindre information qui pourrait les mettre sur une piste. Ce que va nous demander la police au début, c'est de lancer un appel à témoins. Donc on va lancer cet appel à témoins au niveau presse, au niveau radio, au niveau télévision, pour essayer d'avoir le plus de retentissement possible et que quelqu'un, si quelqu'un se souvenait de quelque chose, même d'anodin, même si c'était le lendemain, avoir entendu des paroles ou autre, et de signaler tout ça à la section judiciaire. Malgré la détermination de la famille, aucun élément sérieux n'est retenu. L'enquête n'avance pas. Il me semble que 2 fois on nous a dit on a peut-être une piste sur une certaine personne. Donc là, la police, on nous tenait au courant, on nous disait voilà, on pense que c'est ce type de personne. On va explorer la piste, on va voir si c'est possible ou pas. Et puis après, au bout de 2-3 jours, on nous dit non, c'était pas la bonne personne. On change de voie. Pour trouver de nouvelles pistes sérieuses, les enquêteurs vont alors s'intéresser à la victime. Ils doivent maintenant déterminer qui était Jérémy Rose. Jérémy Rose, c'est un étudiant qui n'est pas toulousain, qui vient du Béarn. C'est un étudiant brillant, étudiant en pharmacie, qui est là est en train s'apprête à terminer sa thèse en biologie, de biologiste. Jérémy est étudiant en pharmacie à l'université de Toulouse, comme son frère, Benjamin. On a vécu ensemble, voilà. C'était un choix aussi. Vivre ensemble, dans le même appartement. On avait un appartement qui était situé à mi-chemin entre le centre-ville de Toulouse et la fac. Donc on était aussi dans la même série au niveau de la fac. Donc on a tout partagé ensemble. Les amis de Jérémy le décrivent comme un homme honnête, sur qui on peut compter. Pour eux, il est impensable qu'il se soit compromis dans une affaire crapuleuse.
Il est plutôt timide, plutôt réservé, mais une fois justement qu'on arrive un petit peu à creuser cette petite écorce, c'est quelqu'un de très très agréable, très souriant, très gentil, avec qui on passe de très bons moments. Jérémy n'a rien du mauvais garçon. On ne lui connaît donc aucun ennemi. Pour les enquêteurs, la thèse du règlement de compte ne tient pas. Alors, aurait-il subi la violence gratuite d'un ou plusieurs individus ? Quel était le mobile de celui ou de ceux qui l'ont tué ? Le 11 mars 2011 à Toulouse, une information judiciaire est ouverte pour homicide volontaire sur la personne de Jérémy Rose. Et alors que l'affaire semble au point mort, les enquêteurs vont s'intéresser d'un peu plus près à une série d'agressions qui ont eu lieu pendant la nuit du meurtre. Les policiers effectuent un travail de recoupement et ils s'aperçoivent que ce jour-là, mais surtout ce week-end-là, plusieurs personnes ont été victimes d'agressions similaires, bon, sans être tuées heureusement, mais menacées avec un couteau pour une carte bleue, pour une cigarette. Ils font ces recoupements et c'est comme ça que petit à petit ils vont arriver à démêler les fils. Dans la nuit du 26 au 27 février 2011, plusieurs individus auraient alors semé la terreur dans les rues du centre de Toulouse en agressant plusieurs personnes avec une arme blanche. Les enquêteurs vont donc tenter de remonter cette piste. L'enquête va connaître une avancée significative. On va se rendre compte en fait qu'il y a une carte bleue qui a été utilisée pour recharger un appareil téléphonique qui appartient à un des deux suspects. Ça va orienter les recherches sur les deux coupables potentiels, donc Driss Arabe. Le SRPJ a désormais deux noms, Hicham et Driss. Ce sont eux qui auraient agressé plusieurs personnes la nuit du drame. Ils deviennent alors les suspects numéro 1 dans l'affaire du meurtre de Jérémy Rose. Et en poursuivant les recherches, les enquêteurs découvrent qu'un troisième homme, un certain Magdoub, était lui aussi avec les deux autres, non loin de l'endroit où le corps de Jérémy a été retrouvé. L'un des deux va utiliser la carte bleue d'une des victimes pour recharger son propre téléphone qui est enregistré à son propre nom. Donc les enquêteurs sont quand même pas des imbéciles. Ils ont remonté le nom du voleur de carte bleue, ils ont fait la géolocalisation et on a vu que ces trois personnes, dont le nôtre, étaient en contact téléphonique aux alentours de la Grande Rue Saint-Michel, c'est-à-dire à quelques mètres du crime. Donc après, ils ont eu vite fait, je dirais, de retrouver ces trois individus. Les trois jeunes garçons sont donc interpellés rapidement. Le frère de Jérémy se souvient très bien de l'appel qu'il a reçu ce jour-là. Là, c'est un samedi vers midi, entre midi et 2. On n'a pas tout à fait fini de manger, c'est la section judiciaire qui nous appelle. Le commissaire nous dit, là on les tient, c'est un premier moment de bonheur en un mois. Vraiment, c'est une envie d'aller sur la tombe et lui dire qu'on les a trouvés. Et c'est ce que je fais. Je vais le voir et je lui dis on les a trouvés. Mais les enquêteurs vont maintenant devoir déterminer si les individus qu'ils viennent d'interpeller sont bien les responsables du meurtre de Jérémy. Qui sont Hicham, Driss et Magdoub? Ces trois garçons placés en garde à vue vont-ils faire des révélations importantes? L'énigme du meurtre de Jérémy Rose va-t-elle enfin se résoudre? Les trois suspects sont donc en garde à vue dans les locaux du SRPJ. Les interrogatoires se succèdent, mais ils ne donnent rien. Driss et Hicham avouent avoir été sur les lieux du drame, mais ils nient en bloc leur implication dans le meurtre de Jérémy. Les deux garçons s'accusent mutuellement. Les enquêteurs doivent donc déterminer qui des deux a porté le coup fatal. Les deux principaux suspects, quand ils sont interrogés par les enquêteurs, se renvoient la balle.
Il ne nie pas avoir agressé Jérémy Rose, mais l'un et l'autre s'accusent mutuellement d'avoir porté le coup de couteau fatal. De son côté, le troisième suspect, Makdoub, ne paraît pas être directement lié à cette affaire de meurtre. Il a toujours dit la même chose. Il a toujours dit la même chose. J'ai hébergé ces deux garçons. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je n'étais pas avec eux. Les enquêteurs se concentrent alors sur Hicham et Driss et très vite, ils s'aperçoivent que les deux individus ne jouent pas dans la même cour. À 18 ans seulement, Hicham a déjà un parcours compliqué. Hicham est français, il est né en 1992 à Toulouse et il grandit dans le quartier de l'Arénerie. Il a une scolarité assez difficile, chaotique, il est orienté très rapidement vers des filières professionnelles. Mais ce qui est le plus douloureux au-delà de l'échec scolaire, c'est ce qu'il vit dans son foyer. Hicham perd son père à l'âge de 15 ans. Perturbé, l'adolescent sombre alors rapidement dans la délinquance et la violence. Et c'est dans ce contexte-là qu'il glisse très rapidement vers des satisfactions immédiates. Et c'est en cela qu'il se retrouve pris dans différents vols. Récidiviste, le jeune homme devient un habitué des tribunaux pour mineurs. Hicham, à cette époque-là, il vit avec sa mère, ils sont à Limoges, mais Hicham reste un enfant, un gamin. Il est manifestement immature. Je ne suis pas le seul à le décrire comme tel. Il est tout à fait évident qu'il revient régulièrement sur Toulouse pour retrouver des copains. Driss, lui, est un garçon apparemment sans histoire et au casier judiciaire vierge. Il n'a que 20 ans et est originaire de la région parisienne. C'est un jeune homme qui s'exprime bien, courtois, gentil. Il est d'ailleurs décrit par ses proches comme quelqu'un de sociable. Driss est sans emploi. En 2011, il décide de quitter la région parisienne pour suivre sa petite amie à Limoges. C'est là qu'il rencontre Hicham pour la première fois. Il va fréquenter un groupe d'amis, parmi lesquels figure Hicham. Ils vont se lier d'amitié lorsque Driss va séjourner à Limoges, à tel point que Driss expliquera qu'il considère un petit peu Hicham comme vraiment un de ses meilleurs amis, voire son frère, son petit frère. Ses frères de cœur aiment se retrouver pour jouer au petit caïd. Et c'est lors de ce week-end à Toulouse, ville d'origine d'Hicham, qu'ils vont se lancer dans une série d'agressions. Driss m'explique que, comme tous jeunes gens, ils sont arrivés sur Toulouse pour voir du monde, pour faire la fête, pour se distraire. Pour les enquêteurs, Hicham serait le meneur de ce duo. Mais à ce niveau de l'enquête, il est impossible de dire si c'est lui qui a tué d'un coup de couteau Jérémy Rose. Le SRPJ de Toulouse va devoir refaire le film de cette soirée du 26 février 2011 afin de comprendre pourquoi Hicham et Driss ont agressé Jérémy. Que lui voulait-il? Et pourquoi est-il mort? Cela fait maintenant un peu plus d'un an qu'Hicham et Driss sont placés en détention provisoire et les différentes confrontations n'ont abouti à aucun aveu de culpabilité. Alors, pour démêler le vrai du faux, les enquêteurs procèdent à la reconstitution de l'agression de Jérémy. Ce samedi 26 février, Jérémy passe la journée avec sa petite copine, Marie.
Ils ont regardé un match de rugby et ensuite, le soir, il avait prévu d'aller rejoindre ses copains en ville autour de la place des Carmes. Ils avaient fait la fête jusqu'à la fermeture de l'établissement. Il était 2 h du matin. Là, certains ont décidé de poursuivre la soirée, d'aller en boîte de nuit. Lui, il n'a pas voulu, il a souhaité rentrer chez lui. Et c'est à pied que Jérémy décide de rentrer chez lui. Son appartement n'est qu'à quelques minutes du bar où il se trouvait. Il poursuit son cheminement et il rentre chez lui sans doute probablement sereinement. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'il en soit autrement. Lors de la reconstitution, Hicham et Driss expliquent qu'ils sont eux aussi passés par la Grande Rue Saint-Michel après avoir racketté 6 ou 7 personnes dans la journée. Ils sont de retour chez Makdoub, qui les héberge pour le week-end. Postés en bas de l'immeuble, ils zonent et fument du cannabis. Driss Arabe expliquera qu'il est resté devant l'immeuble, plus exactement au bas d'une rampe de parking, devant une entrée de parking, tandis que Hicham lui a dit qu'il allait commettre un nouveau vol sur un passant. Il est environ 2 h du matin. C'est à cet instant précis que la vie de Jérémy va basculer. Il se fait poignarder peu ou prou devant cet hypermarché et il y a on va dire 200-300 mètres peut-être qui le séparent du lieu où il va s'effondrer. C'est rue Valentin, c'est à l'angle d'une rue, devant un salon de coiffure, dans la nuit. Jérémy tombe et meurt quelques minutes plus tard. Mais alors, qui a porté le coup fatal? Car lors de la reconstitution, Hicham nie toujours avoir poignardé Jérémy. Hicham dit « je n'ai pas le couteau. Je n'ai jamais eu ce couteau. J'ai eu ce couteau en main parce qu'on m'a demandé de le casser. Donc j'ai pris le couteau, je l'ai cassé. » La version des 2 garçons est un véritable casse-tête pour les enquêteurs. Car même si l'arme du crime a été retrouvée quelques mois plus tôt dans les égouts, aucune trace d'ADN ne permet d'identifier un coupable. Driss va se faire remettre le couteau par Hicham. Et Driss, une fois arrivé à l'appartement, pris de panique et ne sachant pas quoi faire de ce couteau, va rincer le couteau, la lame du couteau, dans l'évier de la salle de bain. 1 an après la mort de Jérémy, la reconstitution ne permet pas d'affirmer avec exactitude qui est l'auteur du coup de couteau. Seuls de lourds soupçons pèsent sur Hicham, qui semble être le plus impliqué dans cette affaire. Hicham et Driss sont mis en examen pour homicide volontaire et vol avec arme en réunion. Quant à Makdoub, il est mis en examen pour recel de malfaiteur. L'instruction en cours permettra-t-elle un jour de lever les zones d'ombre qui planent sur cette affaire? La famille de Jérémy aura-t-elle enfin les réponses à ces questions? Alors que l'enquête suit son cours à Toulouse, la mort tragique de Jérémy a fortement traumatisé la population. La justice, quant à elle, a décidé d'être beaucoup plus ferme contre ce type de délinquance. À Toulouse, le meurtre de Jérémy Rose a beaucoup frappé les esprits, parce que c'est une ville étudiante, par rapport au profil de la victime, au caractère crapuleux de cette agression. Ça a changé, on l'a vu au niveau de la réponse judiciaire. Les coups de couteau, soudainement, étaient sanctionnés beaucoup plus sévèrement. Le nom de Jérémy Rose a résonné dans les prétoires pour de nombreuses audiences. Pour la famille de Jérémy, le flou qui règne autour de cette affaire est difficile à accepter. Elle se bat pour que ce crime ne reste pas gratuit et pour que tout le monde prenne conscience qu'un tel drame ne doit plus jamais se reproduire. La marche blanche est organisée en la mémoire de Jérémy. On a besoin, pour ne pas l'oublier comme ça, même si je sais qu'on n'oubliera jamais, pour rappeler sa mémoire.
Aussi, cette marche blanche sert à mobiliser autour du thème de la violence. Au niveau de la famille, le seul pouvoir que l'on a aujourd'hui, la seule chose que l'on a, la seule clé, c'est une marche blanche. On ne peut pas faire justice nous-mêmes, on ne peut pas influencer les lois, on ne peut pas dire il faut tout changer, on ne peut pas, on est trop seul. À Toulouse, le combat de la famille Rose force l'admiration de tous. Nous pensons à toi, Jérémy, mais aussi à toutes les autres victimes de tels agissements gratuits. Son père, donc, qui est resté très digne durant tout le long de la marche, qui a toujours répondu en essayant de faire en sorte que la mort de son fils serve comme un cri de stop, quoi. Ça peut plus durer. Le procès devant la cour d'assises de la Haute-Garonne devrait s'ouvrir dans les mois à venir. La famille de Jérémy se prépare à affronter les agresseurs de leur fils. Une épreuve nécessaire pour enfin faire toute la lumière sur la nuit du drame. Il va falloir s'y préparer. On se doute que ça va être très dur parce qu'on va voir des photos, on va voir des armes, des pièces à conviction. On va les revoir encore une fois. Puis on va une énième fois être confronté à leurs paroles, qui sont ce qu'elles sont pour eux. Et puis nous, il va falloir que l'on reste à notre place de victime, essayer de parler de Jérémy. Je sais que Jérémy a une petite place, la victime, la vraie victime, a une petite place dans le procès. Pour les mises en examen aussi, ce procès sera l'occasion de s'exprimer. Très jeunes au moment des faits, ils ont aujourd'hui, selon leur avocat, pris conscience de la gravité de leurs actes et ils veulent faire entendre leur voix. Il sait très bien qu'il encourt la même peine que l'autre personne qui est mise en examen dans ce dossier. Ça, il le sait parfaitement. Ce qu'il souhaite, c'est non pas changer de rôle, mais grandir et vis-à-vis de la justice, qu'on lui porte un regard différent, non pas de celui qui essaie de se défiler à l'occasion d'un drame, mais simplement qu'on puisse l'écouter. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, souhaite bien entendu pouvoir encore s'expliquer et dire exactement qui il est, et ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Le procès va permettre que justice soit faite, mais il ne comblera pas l'absence terrible d'un frère, aimé de tous. Comment on va faire pour vivre sans lui? C'est des manques parce qu'on avait l'habitude de savoir au téléphone, même si on ne se voyait pas forcément souvent. C'est au téléphone, et bien le téléphone, il ne sonne plus le téléphone. Donc son nom n'apparaît plus sur le portable, sa photo n'apparaît plus sur le portable, donc c'est assez difficile. À Toulouse, la mort de Jérémy Rose a touché toute une population choquée par la violence gratuite de quelques individus. Une violence qui a coûté la vie à un garçon, pourtant promis à un bel avenir.